Ce que je reproche à la franc-maçonnerie, c'est deux choses essentiellement. D'abord, de cacher sa théologie, ses croyances. L'Église catholique ou les églises protestantes, on sait à quoi elles croient. Il suffit d'aller prendre leur catéchisme. Mais la franc-maçonnerie, elle cache son Dieu. Et ça, c'est inquiétant. Et deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, ce que je lui reproche aussi, c'est d'avoir un projet de société qui nous concerne tous. Et je lui reproche d'essayer de faire entrer graduellement dans les faits ce projet de société à l'insu des citoyens, en agissant par le biais des hommes politiques. Pour ma part, c'est inacceptable, parce que nous sommes, paraît-il, dans une démocratie laïque, dans une république laïque. Que dirait-on si on découvrait qu'une partie importante des députés va chercher ses consignes de vote dans des chapelles catholiques? On crierait au cléricalisme. Quelle est la différence avec le fait qu'un certain nombre de députés que nous avons élus vont chercher leurs consignes de vote dans des temples? Personnellement, je ne la vois pas. Ça revient à dire que notre République, soi-disant laïque, est un État sacral. Et cela est inacceptable. Pour en revenir à son projet de société, mes recherches sur ces composantes, les composantes de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a plusieurs composantes que j'étudie dans mon prochain livre sur les origines occultistes, mes recherches donc sur ces composantes, notamment la Rose-Croix, la Kabbale et le néoplatonisme, montrent clairement qu'elle a pour objectif la mise en place d'une société à l'échelle de la planète, d'une société totalitaire, parfaitement décrite par le kabbaliste Campanella au XVIIe siècle dans la Cité du Soleil. C'est une cité communiste où l'on pratique l'euthanasie, l'eugénisme, et où la famille n'existe plus. Pour moi, c'est inacceptable. Ne me dites pas que graduellement, on n'est pas en train de mettre en place une société de ce type. Vous savez fort bien de quoi il retourne. Donc, pour cette raison, parce que je veux défendre la liberté et les libertés, je suis contre la franc-maçonnerie qui cache son projet derrière des idéologies. Mais les idéologies servent à manipuler les foules, mais elles sont extrêmement dangereuses parce que l'on cache toujours le but ultime de la manœuvre. Le but ultime de la manœuvre, je le répète, c'est un État totalitaire globalisé, dans lequel, du reste, on ne parlera qu'une seule langue. Tous les héritages nationaux seront éliminés. Cela a déjà commencé dans l'enseignement. Dans mon université, par exemple, depuis l'année dernière, à Rennes 2, on n'enseigne plus le latin ni le grec. Et les étudiants étudient de moins en moins des disciplines techniques telles que la philologie française, qui leur permet d'étudier dans l'original les textes du Moyen-Âge. Mais cela fait partie d'une campagne d'ensemble qui s'étend sur plusieurs siècles. Encore une fois, l'élimination du breton est un exemple de ce qui attend le reste des autres langues, notamment le français au profit de l'anglais. Attendez encore 50 ans et le français ne sera plus connu que de quelques obstinés comme ceux qui aujourd'hui, et ceux dont je suis d'ailleurs, qui défendent
la langue bretonne. Excusez-moi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce point. En quoi est-ce qu'une société mondialisée ne ferait pas le bonheur finalement de l'individu? Mais parce que la description qui en est donnée dans les textes de la Kabbale est effrayante, à mon avis, à moins que ça vous plaise. Hein? Les enfants sont en commun, les femmes sont en commun. Lorsque vous êtes vieux et que vous ne servez plus à rien à la société, à la marche de l'économie, eh bien on vous aide à disparaître. Pour moi, c'est inacceptable. C'est l'euthanasie. Encore une fois, relisez Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est ce qui nous attend. Nous allons vers là. Seulement, nous y allons progressivement. Sauf que de temps en temps, il y a, pour accélérer le processus, on a recours, je dis les initiés, les hauts initiés, je ne parle pas des maçons de base, on a recours à une guerre mondiale. Lisez par exemple ce qui est dit dans mon ouvrage, Fils de la veuve, sur l'attentat de Sarajevo en 1914. J'y reproduis les déclarations des terroristes. Ils disent clairement qu'ils avaient été mandatés par des organisations maçonniques. Alors, si aimer l'humanité, comme le prétend la franc-maçonnerie, consiste à déclencher une boucherie comme la Première Guerre mondiale, eh bien, on a de quoi se méfier. Je pense qu'on peut connaître dans ces grandes lignes l'avenir de l'humanité, d'abord en tenant compte du passé. Parce que la nature humaine ne changeant pas, on peut s'attendre à ce que des événements qui se sont produits déjà dans le passé se reproduisent, non pas exactement, mais à peu près dans les mêmes lignes à l'avenir. Et ça, c'est donc une première source d'information. Deuxième source d'information, si l'on connaît le projet des sociétés secrètes sur l'humanité, on peut avoir une autre idée de ce qui nous est réservé, même si on peut supposer que ces vues ne se réalisent pas à la lettre. Troisième type d'information, on peut aussi s'inspirer des données de la tradition chrétienne, c'est-à-dire les Écritures proprement dites et la tradition. Depuis les pères de l'Église jusqu'à aujourd'hui, on peut voir ce que les théologiens ont écrit. Alors à ce sujet, je voudrais parler brièvement de deux ouvrages qui me passionnent en ce moment. Le premier, certainement très connu, c'est Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, qui décrit une civilisation purement rationnelle et scientifique. Le deuxième, moins connu, c'est Le maître de la Terre, ou La crise des derniers temps, de Robert Hugh Benson, qui était un prêtre anglican passé au catholicisme en 1903 et qui, en 1905, composa ce roman d'anticipation. Ce roman de Benson est intéressant parce que, au procédé utilisé par Aldous Huxley, à savoir les leçons de l'histoire, il ajoute les données de la révélation. Et comme un siècle nous sépare de la composition du roman, le fait que les événements qu'il annonçait se sont produits dans leurs grandes lignes est extrêmement intéressant. Cela prouve que la tradition chrétienne n'est pas à prendre à la légère. Alors je rappelle brièvement ce qu'est le roman de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Donc il décrit
une société postmoderne où tout est rationnel. Les nations ont disparu, donc il n'y a plus de patrie. Il y a un gouvernement mondial avec de grands administrateurs régionaux. Tous les problèmes, en principe, ont été réglés, puisque c'est un État mondial, il n'y a plus de guerre. Puisque tout est rationalisé, il n'y a plus de chômage. Et les citoyens sont heureux. Tout a été conçu pour que le plaisir soit à la base de tout. Tout ce qu'on peut espérer de satisfaction matérielle ici-bas est offert aux citoyens de ce monde. Il n'y a plus de famille. Les enfants naissent dans des éprouvettes, grandissent dans des laboratoires et possèdent, avant même de naître, les qualités qui leur seront nécessaires pour accomplir la tâche qui leur sera réservée dans la société. Un bébé, 3 par an. La Grande-Bretagne devient le premier pays à légaliser cette technique de fécondation in vitro. Après la Chambre des communes, c'est la Chambre des lords qui a donné son feu vert hier soir. Cette technique permet de faire naître des bébés dont l'ADN provient de 2 femmes et d'un homme, afin de lutter contre la transmission de maladies génétiques de la mère à l'enfant. Donc, tout est parfait en principe de ce côté-là. Pour qu'il n'y ait pas de problème non plus, pas de frustration, c'est vrai qu'il n'y a plus de liberté dans cet État, mais enfin, les gens n'ont pas le sentiment qu'il n'y a pas de liberté, puisque depuis leur plus jeune âge, on leur fait entendre pendant leur sommeil, par hypnopédie, les principes qui devront les guider dans la vie. On leur inculque les préjugés et la morale qui devra être la leur. Donc tout est parfait de ce côté-là. Comme si cela ne suffisait pas, on les initie au plaisir sexuel dès 2 ou 3 ans. Et donc cela continue jusqu'à la mort. La mort qui d'ailleurs survient à 60 ans environ, en pleine jeunesse, parce qu'on s'arrange pour que les hommes restent jeunes jusqu'à cet âge-là, et puis au dernier moment, quand ça risque de ne plus aller, eh bien on les met dans des hôpitaux où ils connaissent une mort douce, tranquille et joyeuse. Au son de la musique. Pour ne pas effrayer les enfants à l'idée de la mort, on les conduit tout petits dans ces mouroirs et on leur distribue des crèmes au chocolat devant les lits des mourants. Donc tout va très bien, la famille a disparu mais la sexualité règne, bien sûr elle est débridée. Ça dure même jusqu'au dernier moment et il est formellement interdit d'avoir une liaison qui dure plus de 3 semaines parce qu'il ne faut pas s'attacher, le principe de base étant que chacun appartient à tous et tous appartiennent à chacun. Donc tout le monde est spécialisé et il y a des castes
depuis les alphas plus, qui sont les cadres supérieurs, jusqu'aux deltas, qui sont vraiment les ouvriers destinés aux tâches les plus ingrates, mais qui sont très heureux parce qu'on leur a inculqué, depuis leur plus jeune enfance, qu'ils sont les plus heureux du monde. Voilà l'univers qu'Aldous Huxley nous prépare, et je dis que même si c'est un peu caricaturé,